Bien sûr. Mais je vous ai vu lors des interventions, vous avez pris la parole parce qu'on attend maintenant le retour de Madame, Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Tuluka, Soumina Tuluka, pour présenter ces éléments de réponse à toutes les préoccupations qui ont été soulevées par vous qui êtes les élus du peuple. Vous dites que les mêmes choses reviennent en leitmotiv chaque année. Vous avez l'impression que les députés sont incompris ou bien c'est à dessein que vous qui êtes autorité budgétaire, vous proposez, mais le gouvernement ne veut pas appliquer? Non, mais le gouvernement fait le raccourci, tout simplement, parce que oui, le gouvernement a fait les raccourcis dans le sens où, au lieu de voir la réalité, c'est comme ça que j'ai proposé, j'ai dit, pour la rédaction du programme et du budget, il fallait se référer même à nos rapports parlementaires. Ça va aider parce que là, ça concerne les quotidiens, le réel du peuple congolais. Mais ce qu'ils font, ce sont les mêmes choses qui reviennent. On ne travaille pas. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des routes à caractère colonial. Il y a des routes... Attendez, à caractère, ça veut dire quoi? Des routes à caractère colonial? C'est-à-dire les routes d'évacuation des minéraux. Il n'y a pas de routes qui concernent les Congolais. On n'avait qu'à voir. Partout on a lancé le travaux des routes, jamais ça n'a avancé. Ça n'avance que là. Même le Katanga, les gens vous diront que non, écoutez, nous sommes en face de... ils vont vous dire que nous allons au Katanga. Les Katanga, ce n'est pas seulement Kolwezi, les Kassi et Lubumbashi. Les Katanga, c'est aussi Kamine. Bon, quand vous quittez Fungurume vers Kamine, c'est vraiment un corvée. Les Katanga, c'est aussi Kabalo. Les Katanga, c'est aussi Kalemi. Oui, bien sûr. Donc, vous allez trouver qu'il y a des routes qui est là où on exploite le minerai. Aujourd'hui, on a lancé la route de Moba. Vous allez voir que dans moins d'une année, ça va se terminer. Parce qu'on a besoin de lithium pour aller faire fabriquer les voitures électriques. Donc, c'est ça qu'on parle. Deuxièmement, dans ces budgets, parmi les éléments que nous ne cessons d'insister, le chef de l'État nous avait dit qu'il fera des Congolais des millionnaires. Mais comment on va faire des Congolais des millionnaires alors qu'on ne respecte pas la protection des petits commerces et les commerces de détail réservés aux nationaux? On ne le fait pas. Tous les marchés. Même je suis en train d'observer le président de l'Assemblée, notre président. Vous voulez parler de Vital Kamerhe? Bien sûr, pour la réhabilitation de cette chambre. Vous allez voir, si on ne fait pas attention, on va accorder à un étranger. Mais comment les Congolais auront des millions? Mais les Congolais n'ont pas sollicité le marché? Non, ils ont toujours sollicité, mais on n'accorde pas l'opportunité à ces gens-là. Comment on peut être dans un pays où tout est entre les mains de l'étranger? Néanmoins, l'IGF, c'est un Congolais qui a réhabilité la salle de conférence, le nouvel immeuble qui a été inauguré par le chef de l'État. Il a même reçu les félicitations des autorités du pays. Alinguette fait l'exception. Je dois les féliciter en même temps. Mais le reste, même les consommables informatiques ici, vous pouvez vérifier. Ce sont les revenons sur le budget. Je vois Mathieu Moudibangu qui voulait vous poser. Mathieu voulait poser une question à Lingala. Vous êtes un élu de Kinshasa. Il y a Manuel Lingala à Makanza. Mathieu Moudibangu. Natonde Botondi. Honorable Eliezer Tambwe, Mwana Kolo Lopango. Tozana Kata Lopango, na yobino et pas yopi ministre Mokonzi. Jiti Soumina Tuluka a memi mwangwa misolo à l'état otobengi budget. A Sakoli. Botuni mituna sikamwa bope moke nangonga o botuni mituna nini population ko retenir na o etali budget et ko sa mosala mobu mosaiko ya. Merci beaucoup Mathieu. Population ko retenir que mingi gouvernement bazali ko kende na lolenge bazali ko sala makambu ya oyo bamona ke sala makayer na uti ko tali sabango wana na lobby. Depuis que nous avons député, même avant qu'on comme député, les gens ont dit que nous avons budget aéroport Yandjili par exemple. Mais dans chaque budget, il y a route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Au Komona et Zongaka. Là, il y a un problème. Et notre problème, on a outil qu'on expliquer. Dans le lobby, Tokoti Kozalate Namboka, Oyo Missolonio, c'est entre les mains de l'étranger. Makamunios. Même pas hôpital ni biso ba député né to zaboto ko zo ba soin. Donc il y a mabende batike la peuple, allez ya malamu tolingi ko bon c'était ça normalité. Na fustiger le système éducatif na biso parce que tozana un système colonial. O batike la biso pona kozala ba auxiliaire d'administration coloniale, ba capita.
tous ceux qui ont le débat, bon, ceux qui battent pour développer l'environnement na bango. Boni biso 64 ans après, tous allez ça les mon côté. Mais on tous autres que na kacha budget, il fallait d'abord bayeba na hymne national biso to kanga ka eloko moko nous peuplerons ton sol. Kobota na kobota. Oui, assureront ta grandeur wana za kututé za kana futur. Nous kobota na kobota. Mais aucun quartier à sik. Il y a que prévoir que bato bazobota mawana bakende wapi. Ouais. Mais il faut baser dans les conditions malam. Il faut baser dans les conditions malam. Ce n'est pas que les allocola mutumoko azala qui célibataire azana nda kuna ye ya studio to bengi studio abali azaka na studio wana abandi ko bota kana studio wana et puis bana bazokola azaka na studio wana ça va pas biso kala mingi te masoro mazali kozongela le ministre moko zali kokota na banzi na sima loko bat balali pongite to kozonga lisusu nayo o misa maramono za katina yo merci dans des bureaux za kokota sika merci beaucoup Oscar Mbakaïs n'est pas là. Merci honorable, merci. Voilà mesdames et messieurs, des moments, voilà, nous prenons d'un moment à l'autre, voilà, on nous annonce le retour ou l'entrée du bureau de l'Assemblée nationale avec en tête l'honorable Vital Caméré. C'est pour cette fois-ci suivre les éléments de réponse de la première ministre Judith Suminwa et la plénière peut reprendre. La séance est reprise. Je vais demander au protocole, de la même façon qu'il avait procédé pour faire entrer d'abord les ministres délégués, les vice-ministres, les ministres, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, et à la fin. Et puis vous pouvez prendre les raccourcis ici. Monsieur, garde le corps là. Je vais raccourcir la quota. Cette histoire de passer trop loin. Il est déjà le matin maintenant. Voilà, mesdames, messieurs, là c'est la première ministre Judith Suminwa qui fait son entrée. Elle et tous les membres de son gouvernement. Il va d'un moment à l'autre, avec l'autorisation du président de l'Assemblée nationale, présenter ces éléments de réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. Vous le savez, 21 groupes parlementaires. Vous savez, c'est 2, 3 élus nationaux qui sont passés pour exprimer leurs préoccupations par rapport au social, par rapport aux infrastructures, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Donc tous les secteurs de la vie nationale ont été passés au peigne fin par les députés nationaux. Et là, ce sont les membres du gouvernement qui font leur entrée, l'assistance. Et là, les députés sont là depuis 13 heures, 10 heures de plénière. Donc c'est depuis 13 heures d'hier d'ailleurs que nous sommes dans cette salle. Et maintenant, il est 2h moins le quart, heure de Kinshasa. Je pense que dans les quelques bonnes 10 minutes, une bonne dizaine de minutes, la première ministre va prendre la parole pour répondre de manière résumée et satisfaisante aux préoccupations soulevées par la représentation nationale. Les budgets, les projets de budget 2025 est chiffré à 17,5
milliards de dollars américains. Mathieu Moudibangou, la première ministre ainsi que tous les autres membres du gouvernement sont dans la salle. Vous pouvez récupérer, regagner vos sièges pour que nous poursuivions notre séance. Honorables députés, priez vous asseoir. Honorables députés et chers collègues, nous poursuivons nos discussions sur les projets de loi de finances pour l'exercice 2025. À ce sujet, avant de suspendre la séance, nous avions accordé à sa demande Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour préparer ses réponses afin de rencontrer vos préoccupations. À présent, j'invite Madame la Première ministre à prendre la parole envie de rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables députés dans le cadre du débat. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude pour l'engagement et la passion avec lesquels vous avez abordé les questions essentielles soulevées lors de ce débat crucial sur le projet de loi de finances pour l'année 2025. Vos préoccupations, qu'elles concernent la croissance économique, la diversification de notre économie, la gestion budgétaire, la promotion du capital humain de nos concitoyens ou le soutien au développement de nos 145 territoires, témoignent de votre attachement indéfectible à notre nation et à ses citoyens. Ce soir, de 9 heures d'échanges enrichissants, je souhaite apporter des réponses à vos interrogations, clarifier nos choix budgétaires et tout vous convaincre que ces mesures visent à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens, le dynamisme de notre économie. Ensuite, des débats constructifs propices à l'émergence de solutions innovantes et durables pour notre pays. Avant de commencer dans l'exercice républicain, je veux saluer l'élu légitime du peuple congolais que vous êtes. Par la qualité et la pertinence de vos interventions, vous avez une fois de plus démontré votre volonté affirmée d'aider notre pays à avancer et de faire vivre notre jeune démocratie, en exerçant complaisance votre mission constitutionnelle, tant au niveau du vote des lois que du contrôle de l'action gouvernementale. Vos préoccupations montrent clairement l'attention soutenue de la Chambre basse du Parlement, autorité budgétaire pour le bon fonctionnement de l'action publique. Une chose est certaine, le débat permet de former le chemin vers l'émergence économique et sociale tant attendue par notre peuple. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, digne représentant du peuple, au cours de cette plénière, les députés ont exprimé plusieurs préoccupations qui peuvent être classées en 6 grandes catégories suivantes. Prenons une préoccupation d'ordre général, portant principalement sur le réalisme du budget examiné et la nécessité de stabiliser le cadre macroéconomique. Deuxièmement, préoccupations spécifiques aux dépenses dans toutes leurs catégories. Troisièmement, des préoccupations relatives aux recettes projetées ainsi qu'aux mesures fiscales associées. Quatrièmement, des préoccupations concernant la décentralisation financière, en particulier le transfert de 40% des recettes à caractère national et de 10% de la caisse
de péréquation. Cinquièmement, préoccupations concernant les budgets annexes et les comptes spéciaux. Et enfin, sixièmement, préoccupations liées à l'exécution du budget et au respect des procédures y afférentes. Ces points mettent en lumière les attentes des députés et soulignent l'importance d'un dialogue constructif pour garantir la viabilité et l'efficacité de notre cadre budgétaire. En ce qui concerne les préoccupations d'ordre général, plusieurs questions ont été soulevées, notamment en relation avec l'agencement du programme d'action du gouvernement et du projet de loi actuellement en examen, ainsi qu'en ce qui concerne le réalisme du budget et le cadrage macroéconomique. Je tiens à rassurer les honorables députés que le projet de budget 2025 a bel et bien intégré les priorités du programme du gouvernement. Comme vous le savez, ces priorités portent principalement sur les secteurs sociaux et sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Par exemple, pour le secteur de la santé, le projet de budget pour 2025 alloue un montant de 5 923,4 milliards de francs congolais, ce qui représente une augmentation de 12,2% par rapport au budget de 2024. De même, le secteur de la sécurité bénéficiera d'une augmentation de 22% dans le projet de budget 2025, représentant un montant de 5 073,4 milliards de francs congolais. Concernant le réalisme du budget, je souhaite rappeler à cette honorable Assemblée que l'élaboration du budget se fait dans le respect strict des principes budgétaires énoncés à l'article 4 de la loi relative aux finances publiques. Parmi ces principes figure celui de la sincérité budgétaire qui impose à l'État de présenter ses ressources et ses charges de manière transparente. Cette sincérité est évaluée en fonction des informations disponibles et des prévisions qui en découlent. C'est en vertu de ce principe que le présent projet de loi de finances prend en compte les éléments du cadrage macroéconomique préalablement établi par le ministère du Plan, conformément à l'article 13 de la LOFIP. Concernant l'inflation moyenne mentionnée, celle-ci est projetée à une baisse de 7,2% en 2025 par rapport à son niveau de 17,5% en 2024. À la fin de la période, elle devrait se stabiliser à 9,2%, reflétant ainsi les efforts conjoints du gouvernement et de la Banque centrale du Congo pour coordonner la politique budgétaire et monétaire. Enfin, la projection du taux de change à la fin de la période s'établit à 2976,6 francs congolais pour $1 américain en 2025 contre 2932,1 francs congolais en 2024. Cette prévision prend en compte les chocs endogènes et exogènes potentiels affectant les secteurs réels et extérieurs. Néanmoins, le gouvernement s'engage à intensifier ses efforts pour stabiliser le taux de change à un niveau inférieur à celui prévu. Honorable Président, honorables députés membres du Bureau, honorables députés représentants du peuple, en abordant les préoccupations spécifiques liées aux recettes, j'ai pris note des interventions des élus du peuple congolais qui soulèvent plusieurs points importants. Les raisons expliquant le faible niveau des recettes internes prévues dans le budget 2025 par rapport aux projections établies dans le programme d'action du gouvernement. L'impact des réformes envisagées dans ce projet de loi de finances sur la mobilisation des recettes, en particulier l'instauration de factures normalisées ainsi que la vente des permis de conduire et des plaques d'immatriculation. La contribution des entreprises relevant du portefeuille de l'État au budget national. La capacité du gouvernement à atteindre les objectifs de recettes projetés. L'augmentation annuelle des recettes sans amélioration significative des conditions de vie de la population. Ces préoccupations soulignent l'importance d'une analyse approfondie des mécanismes de mobilisation des ressources et des effets sur le quotidien des Congolais. Concernant l'impact des réformes sur la mobilisation des recettes,
L'instauration des factures normalisées a pour objectif d'améliorer les recettes issues de la TVA qui devraient augmenter de 20,8% par rapport à leur niveau initial. De plus, les recettes attendues de la vente des permis de conduire devraient également connaître une hausse de 13%. Ces mesures s'inscrivent parfaitement dans l'objectif d'une mobilisation accrue des ressources. En ce qui concerne les entreprises relevant du portefeuille de l'État, elles contribuent à hauteur de 13,5% des recettes non fiscales, hors production pétrolière et ressources ICOMI. Ces entreprises affichent un taux d'accroissement impressionnant de 290,3% par rapport à l'assignation de l'exercice 2024, principalement grâce aux dividendes anticipés de la société Kamoa Copper pour l'exercice 2025. À la fin de juin de l'année en cours, les dites entreprises avaient mobilisé 26,9 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux de réalisation de 95% par rapport aux prévisions linéaires. En ce qui concerne les entreprises du portefeuille, elles représentent 13,5% des recettes non fiscales, ça je viens de le dire. Alors, s'agissant particulièrement des actifs de l'État dans les sociétés minières, le ministre du portefeuille a demandé à tous les mandataires des dites sociétés de lui transmettre la liste exhaustive de tous les actifs, y compris ceux dormants, pour une meilleure exploitation dans l'intérêt de l'État. S'agissant de la Sokimo en particulier, une mission d'audit assurée par le Conseil supérieur du portefeuille est à pied d'œuvre et ses conclusions devront guider le gouvernement dans la prise de décisions conséquentes. Quant à la société Triomphe, dans laquelle l'État détenait 30% des parts jusqu'à il y a 2 mois, le gouvernement de la République l'a placé parmi ses priorités, étant donné d'une part son lien avec le développement de l'agriculture et la création des emplois. D'autre part, la nécessité de rentabiliser les investissements consentis par l'État à cet effet. Il y a lieu de porter à l'attention de la plénière que compte tenu de l'importance stratégique de cette entreprise, le gouvernement a obtenu au mois de septembre dernier l'augmentation de ses parts dans le capital de l'entreprise s'élevant désormais à 45%. Par ailleurs, le projet de loi de finances sous examen est accompagné du document numéro 12 relatif au rapport sur la situation financière consolidée des entreprises publiques à travers lequel la représentation nationale pourra apprécier la gouvernance financière des entreprises publiques et s'assurer des atouts et des risques pouvant découler de la gestion de ces entités économiques sur les finances publiques de notre pays. Pour votre gouverne, le gouvernement s'est doté, pour la première fois depuis des décennies, d'une politique générale des entreprises du portefeuille arrimée sur la politique budgétaire et axée sur l'amélioration de la gouvernance, la gestion axée sur les résultats et l'investissement en faveur des entreprises structurantes et porteuses de croissance. À noter que les subventions du gouvernement visent désormais les entreprises structurantes et à potentiel de croissance élevé, dont notamment la MIBA, Kisenge Manganese, Congo Airways, l'entreprise générale du cobalt, Soteski, Sinat et Primera Gold. Ainsi, pour l'exercice 2025, il est prévu notamment un appui à la relance des entreprises du portefeuille à hauteur de 150 milliards de francs congolais. S'agissant de la rémunération des mandataires non actifs, je tiens à vous rassurer que cette question est résolue par la signature de 2 décrets portant statut des mandataires publics qui, du reste, fixent parmi les critères le profil et la rentabilité de ces entreprises, le plafonnement des rémunérations des mandataires qui tiennent compte de la performance. En ce qui concerne les préoccupations de certains honorables, députés relatives à l'inadéquation entre l'augmentation de la production minière et la faible contribution au budget de l'État, il y a lieu de noter que votre gouvernement, conscient de cette problématique, a initié à travers le ministère du portefeuille une réforme en vue d'accroître la part du secteur minier à travers d'une part le rééquilibrage des contrats et d'autre part
à travers un mécanisme qui permettrait aux dividendes générés par les entreprises du portefeuille de l'État qui sont en joint venture et en contrat d'amortissement avec les privés de les reverser en partie à l'État propriétaire. Ceci permettra de réaliser l'adéquation entre l'accroissement de la production minière et sa contribution au budget de l'État. À titre illustratif, pour la seule année 2023, la production de cuivre a atteint 2 840 000 tonnes. En rapport avec l'atteinte des assignations des recettes du pouvoir central, le gouvernement voudrait rassurer l'auguste Assemblée quant à la rigueur avec laquelle ces recettes ont été projetées. Ces recettes se reposent également sur la volonté du gouvernement d'améliorer l'espace budgétaire à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées les dernières années en vue de relever la pression fiscale par entre autres la fiscalisation du secteur informel et la promotion du civisme fiscal. Subsidiairement aux mesures fiscales évoquées lors de l'investiture, mon gouvernement préconise notamment l'identification des contribuables congolais en leur attribuant le numéro d'identification fiscale et ce, en vue d'élargir l'assiette fiscale. Le maintien des missions de patrouille financière au niveau des administrations financières et des services d'assiette, la sensibilisation de la population au civisme fiscal, la poursuite de la migration vers la biométrisation des données des contribuables personnes physiques et morales, le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude et la contrebande, la rationalisation de la liste des marchandises contenues dans le Code des assises, la rationalisation des dépenses fiscales, la poursuite de la signature des arrêtés interministériels fixant les taux de droits, taxes et redevances et l'évaluation de la mise en application des dispositions du Code minier révisé, plus particulièrement la mise en application du régime fiscal. Concernant l'augmentation des recettes annuelles et le vécu de la population, il est essentiel que ces revenus soient alloués au financement des projets structurants et sociaux en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Parmi ces projets figurent la gratuité de l'enseignement primaire, la construction et la réhabilitation d'infrastructures de base telles que les routes principales et les voies d'accès agricoles, les écoles et les centres de santé. De plus, il est crucial de promouvoir l'électrification des zones rurales et l'accès à l'eau potable via des forages et des puits. En ce qui, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, en ce qui concerne les enjeux liés aux dépenses, le gouvernement a pris en compte certaines préoccupations, notamment concernant la dette publique, les salaires, l'acquisition des biens et de matériel, les transferts et interventions de l'État, ainsi que les investissements et les dépenses exceptionnelles. Il convient également de souligner que l'allocation des ressources a donné la priorité aux dépenses incontournables. Cela inclut le service de la dette, les dépenses salariales, les rétrocessions aux administrations financières, ainsi que 40% des recettes de caractère national. De plus, les charges pesant sur les recettes, notamment les dépenses liées à la sécurité, exercent une pression significative sur notre budget. En ce qui concerne la dette publique, les préoccupations exprimées par les honorables députés se concentrent sur les éléments suivants. La dette publique se compose d'une dette intérieure s'élevant à 1 275,4 milliards de francs congolais et d'une dette extérieure de 400 milliards de francs congolais. La dette intérieure est en adéquation avec la nouvelle stratégie de désendettement mise en place par le gouvernement qui vise à générer un impact socio-économique positif par le règlement des créances dues aux fournisseurs et entrepreneurs. Cela s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de la classe moyenne. Cette dette comprend également le remboursement des arriérés de la subvention pétrolière estimée à environ 400 milliards de francs congolais. Quant à la dette extérieure, elle englobe le remboursement des arriérés ainsi que le paiement du principal et des intérêts
conformément à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cela se fait en respectant les échéanciers et les conventions établies entre la République démocratique du Congo et ses partenaires financiers. Concernant les dépenses salariales, les honorables députés ont souligné 2 points principaux. La faiblesse de l'enveloppe salariale par rapport aux besoins exprimés, les disparités de rémunération entre les agents et les fonctionnaires de l'État. En ce qui concerne les rémunérations, il est important de rappeler à cette auguste Assemblée qu'elles vont augmenter de 18,3% par rapport à leur niveau de 2024 afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, les diverses revendications des syndicats. Je souhaite également mentionner que votre gouvernement a récemment conclu des accords avec les syndicats dans les secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la santé publique. Ces engagements sont déjà en cours d'application depuis le 3e trimestre pour certains d'entre eux et se poursuivront au 4e trimestre de cette année. Ces accords intègrent les principales actions de politique salariale notamment un montant de 190,5 milliards de francs congolais en faveur des enseignants dans le cadre du protocole d'accord de Bibois 2024, une allocation de 28 milliards de francs congolais pour les médecins et les professionnels de la santé en continuant la mise en œuvre du barème de Bibois 2022, le recrutement de 9 000 policiers et de 9 000 militaires avec un impact budgétaire respectif de 19 milliards de francs congolais et 29 milliards de francs congolais. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État en adoptant une approche progressive pour mettre en œuvre une politique salariale efficace conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il convient de noter que votre gouvernement a hérité d'un passif difficile, comprenant plusieurs arrêtés d'admission sous statut et un stock important de barèmes salariaux non réglés. Tout cela dans un contexte où le respect des critères de rémunération convenus avec nos partenaires du Fonds monétaire international s'avère contraignant avec un objectif fixé à 5% du PIB. Je tiens à rappeler que parmi les engagements pris envers les syndicats, votre gouvernement a déjà réalisé les actions suivantes. La réduction du taux de l'IPR de 15% à 3% en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. La mécanisation de 171 000 agents supplémentaires auparavant non payés depuis 2021. La régularisation de la situation administrative de 27 000 agents par promotion et titularisation, ainsi que l'ouverture de 5 000 postes au concours dans divers ministères. L'amélioration de la sécurité sociale par le passage d'un régime octroyé à un régime contributif et l'opérationnalisation d'un régime de sécurité sociale complémentaire capitalisé sur les primes permanentes. Il est à noter qu'entre le 4e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2024, plusieurs actions ont été réalisées, parmi lesquelles l'alignement de 34 851 agents de toutes les catégories professionnelles à la prime de risque, la signature de 2 vagues d'arrêtés pour régulariser administrativement la situation de 91 117 agents, leur numéro matricule étant désormais attribué, ce qui constitue une avancée significative dans la gestion des ressources humaines du secteur public. La mécanisation au traitement de base de 15 803 agents dans le secteur de la santé et l'augmentation du nombre d'enseignants mécanisés passant de 450 000 en 2020 à 701 000 en 2024. Il est également important de souligner que l'objectif de création de 6 millions d'emplois tel que préconisé dans le programme du gouvernement ne sera pas uniquement réalisé dans le secteur public, mais surtout dans le secteur privé, grâce aux mesures d'amélioration du climat des affaires mises en place par votre gouvernement. Néanmoins, le gouvernement partage entièrement l'inquiétude des honorables députés concernant l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État et prend note des observations pertinentes qui ont été formulées. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les honorables députés ont principalement axé leurs préoccupations sur les points suivants.
Les dépenses liées aux biens matériels et prestations, qui s'élèvent à 4 844,4 milliards de francs congolais, englobent non seulement le fonctionnement des institutions, mais prennent également en compte l'instruction du chef de l'État visant à réduire le train de vie des dites institutions. De plus, plusieurs actions importantes sont envisagées dans ce cadre, telles que le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, la production des permis de conduire, comme je l'ai déjà dit, la mise en place des cantines scolaires avec le soutien de l'Alliance française de développement, la réforme de l'administration publique et l'appui aux réformes structurelles. Concernant les transferts et interventions de l'État, les honorables députés ont particulièrement souligné les enjeux ci-après qui devront être pris en considération. Il s'agit de l'octroi de subventions aux entreprises publiques qui est destiné au paiement de la dette sociale et des salaires au détriment des investissements productifs, de l'absence d'un business plan et d'un plan de relance pour ces entreprises ainsi que la nécessité d'une gestion axée sur les résultats, l'insuffisance des crédits alloués aux entreprises du portefeuille, la question du paiement des salaires des mandataires non actifs, comme je l'ai déjà souligné, l'importance de prendre en compte la jeunesse dans le projet de loi actuellement examiné, la nécessité d'inclure les établissements publics et les entreprises du portefeuille dans le budget, la prise en compte des ONG dans le budget et la prise en charge des conseillers communaux. Concernant les entreprises du portefeuille, le gouvernement a adopté pour la première fois depuis des décennies une politique générale alignée sur la politique budgétaire axée sur plusieurs objectifs clés. Je pense que je l'ai dit, amélioration de la gouvernance, la gestion axée sur les résultats, l'investissement en faveur des entreprises structurantes et porteuses de croissance. Il convient de souligner que le gouvernement utilise 4 modèles de financement complémentaires, à savoir la subvention directe, la politique de désendettement des entreprises publiques, en particulier en ce qui concerne la dette fiscale, le paiement des créances des entreprises envers l'État, le partenariat public-privé impliquant, comme je l'ai dit, un certain nombre d'entreprises publiques. Par ailleurs, la prise en compte de la jeunesse est l'un des objectifs phares du programme d'action du gouvernement. Plusieurs projets intégrés dans le projet de loi en cours d'examen visent à encadrer les jeunes afin de les aider à devenir entrepreneurs et ainsi à créer une classe moyenne. À titre d'illustration, des crédits d'un montant de 117,7 milliards de francs congolais sont alloués au ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de la jeunesse, des PME et de l'industrie, ainsi qu'à l'emploi et au travail pour la réalisation d'actions telles que la construction de centres d'encadrement des jeunes en milieu rural, la mise en œuvre des projets de soutien au développement et à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, l'appui aux centres socio-professionnels pour les jeunes, le soutien aux incubateurs d'emploi pour les jeunes. De plus, le gouvernement a lancé le programme d'urgence intégré de développement communautaire, initiative ambitieuse initiée par le chef de l'État qui cible spécifiquement les jeunes au sein des 1453 entités territoriales décentralisées. Ce projet bénéficie également d'une intervention sociale intégrée dans le budget en cours d'examen. Il en va de même pour les subventions accordées au FOGEC, à l'ANADEC et le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes qui visent à renforcer le soutien aux initiatives locales. Il est important de noter que les établissements publics disposent d'une autonomie financière et administrative. Cependant, en cas de besoin, le gouvernement intervient en leur faveur en leur attribuant certaines subventions afin de leur permettre de maintenir un équilibre financier. Cette approche s'applique également aux entreprises du portefeuille. Pour l'exercice 2025, un soutien à la relance des entreprises du portefeuille, notamment MIBA, SINAT, Soteski, est prévu s'élevant à 130 milliards de francs congolais. En outre, un appui de 23,5 milliards de francs congolais est destiné à l'ANSER et à l'autorité de régulation de l'énergie. En outre, la question de la surabondance des ONG recevant des subventions de l'État est un sujet préoccupant. Bien que ces ONG aient un rôle essentiel dans l'appui aux missions du gouvernement,
Un effort est en cours pour rationaliser les subventions qui leur sont accordées dans le but de limiter le nombre de bénéficiaires en raison de la contrainte budgétaire. De plus, l'octroi de ces subventions sera soumis à la présentation de leur état financier certifié pour l'exercice le plus récent. Il est à noter que les transferts et subventions prévoient le transfert aux provinces et aux ETD au titre de fonctionnement, ce qui prendra également en compte la rémunération des conseillers communaux pour un montant estimé à 1095,8 milliards de francs congolais. Concernant les investissements, les préoccupations exprimées par les honorables députés se sont focalisées sur la priorisation des dépenses d'investissement dans le budget, la diversification de l'économie, le programme de développement local des 145 territoires. À ce sujet, il est essentiel de souligner que le gouvernement accorde une importance particulière aux investissements qui constituent une part significative du budget. Pour rappel, les investissements prévus dans ce projet de loi s'élèvent à 21 964,7 milliards de francs congolais, représentant 48,4% des dépenses du budget général avec un taux de croissance de 18,2% par rapport à l'année 2024. Les dépenses d'investissement sont principalement orientées vers les projets des secteurs sociaux et ceux générateurs de croissance conformément aux orientations du programme d'action du gouvernement pour favoriser la diversification de l'économie. En outre, en plus du PDL 145 territoires, le gouvernement lance un vaste programme d'investissement tiré de la cession d'actifs miniers résultant de la renégociation du contrat sino-congolais. Pour l'exercice 2025, une enveloppe de 957,2 milliards de francs congolais est prévue, spécifiquement dédiée aux infrastructures routières. Ce programme d'investissement ne se limitera pas à 2025. Il se poursuivra chaque année avec un portefeuille d'actifs diversifié couvrant l'ensemble du territoire. À cet égard, une provision budgétaire de 300 millions de dollars par an est envisagée sur une durée de 15 ans, garantissant que toutes les provinces bénéficient de ce soutien. Quant au PDL 145 territoires, il découle de la vision du président de la République, chef de l'État, comme vous le savez. Son objectif est d'améliorer rapidement les conditions de vie des populations rurales, longtemps laissées pour compte, et de dynamiser le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base, en respectant les principes d'équité territoriale et sociale. Durant la première phase de ce programme, le PDL a démarré avec 2 volets. Le premier qui concerne la construction de 2130 ouvrages sociaux, avec 1198 écoles, 788 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Ce volet a été financé sur les ressources des droits des tirages spéciaux à hauteur de 511 millions de dollars américains, dont la totalité a été déjà mobilisée par le gouvernement et transférée aux agences d'exécution. Au volet 2, la réhabilitation des 40 000 km de routes de dessert agricole. Ce volet a démarré avec la mise à disposition de 12 millions de dollars en faveur des agences d'exécution pour les études de faisabilité, ce qui a été fait. Bien que le financement par DTS ait pris fin, le gouvernement a mis en place des mesures pour assurer la poursuite régulière de ce programme qui vient de recevoir un décaissement de 60 millions de dollars, comme l'a annoncé le ministre des Finances devant votre auguste Assemblée lors de la présentation du projet de loi portant reddition des comptes. Enfin, l'élargissement de ce programme à d'autres secteurs socio-économiques au niveau local, notamment les mini-barrages hydroélectriques, ne pourra être envisagé qu'après une évaluation de la première phase en tenant compte des attentes de la population et des réalisations constatées sur le terrain. Concernant les dépenses exceptionnelles, les préoccupations des honorables députés ont principalement porté sur les points suivants. Les élus du peuple ont soulevé la question du décaissement des fonds en faveur des entités territoriales décentralisées et l'effectivité de la caisse de péréquation. À cet égard, le gouvernement de la République envisage la mise en place de mécanismes permettant un décaissement direct en faveur des ETD. De plus, les textes régissant l'organisation et le fonctionnement de la caisse de péréquation, ainsi que la nomination de ses responsables,
ont été adoptés. Cependant, il reste à consolider les modalités pratiques de la gestion financière et des projets en vue d'équilibrer le développement des provinces et des ZD. Dans cette optique, le gouvernement prévoit d'organiser un atelier en collaboration avec le Parlement afin de définir les modalités pratiques pour garantir une mise en œuvre efficace. Dans le contexte de la nécessité d'appuyer l'effort de diversification de l'économie, une attention particulière sera accordée au financement des projets de développement dans les secteurs agricoles. Donc évidemment, on parle d'agriculture, de développement rural, de pêche et élevage pour l'exercice 2025. Cela permettra aux gestionnaires de crédit d'engager des dépenses à partir du fonds de péréquation pour la réalisation de ces projets d'investissement en attendant les conclusions de l'atelier mentionné. Concernant les budgets annexes et les comptes spéciaux, il est important d'informer votre auguste Assemblée que le gouvernement a organisé un atelier de reclassement des organismes auxiliaires conformément à l'article 231 de la loi organique des finances publiques à l'OFIP. Ce reclassement a permis d'identifier 10 organismes auxiliaires répondant aux critères des budgets annexes tels que définis à l'article 56 de la LOFIP. Il convient de rappeler que 5 budgets annexes issus de ce reclassement ont été intégrés dans la loi de finances initiale de 2024 et leur prise en compte se fera de manière progressive jusqu'à l'assainissement total des structures de santé et d'enseignement supérieur et universitaire qui relèvent actuellement des budgets annexes. En ce qui concerne, c'est presque fini, je vous le promets. En ce qui concerne les préoccupations liées à l'exécution des budgets, votre gouvernement a relevé des points d'intervention, notamment la faible exécution des dépenses d'investissement, des dépassements budgétaires sur certaines lignes. S'agissant de l'exécution des investissements, il convient de noter qu'à fin juin 2024, les projets du gouvernement central ont été réalisés à hauteur de 124,5%, tandis que les décaissements des ressources extérieures pour le financement des investissements s'établissent à 55,1%. Un effort significatif est actuellement déployé pour améliorer le niveau d'exécution des investissements dans leur ensemble. Parmi les mesures envisagées figurent la numérisation du système de passation des marchés afin de réduire les délais de traitement des dossiers d'appel d'offres. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité des investissements grâce à l'approche PIMA, Public Investment Management Assessment, qui vise à identifier les projets d'investissement depuis leur planification jusqu'à leur exécution effective tout en respectant les critères de transparence et de responsabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Alors que nous clôturons ce débat crucial sur le projet de loi de finances pour l'année 2025, mes pensées se tournent vers nos compatriotes en détresse dans la partie nord-est de notre pays. Je pense à ces milliers d'enfants, de femmes, d'hommes qui souffrent, qui sont violentés jour et nuit, qui sont en errance sur leur propre terre. Je voudrais leur réitérer toute la solidarité de l'État et leur assure que nous tiendrons toujours à leur côté jusqu'à la libération de nos territoires occupés. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à nos vaillants soldats qui se battent avec courage pour défendre notre mère patrie contre la barbarie de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Cette guerre, c'est votre première ministre qui vous le dit, nous allons la gagner. Je suis consciente des nombreuses attentes sociales partout à travers le pays du fait notamment d'un lourd passif que nous avons hérité. Pour autant, nous n'allons pas nous dérober et nous ferons face à nos responsabilités, toutes nos responsabilités. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés dignes élus du peuple, cette loi de finances n'est pas qu'un simple document.
Elle est le reflet de notre vision collective pour un avenir meilleur et plus prospère. Elle incarne nos priorités, notre volonté de diversifier notre économie, de renforcer nos infrastructures et d'améliorer les conditions de vie de notre population. Les défis sont certes nombreux, mais ensemble, avec détermination et solidarité, nous pouvons les surmonter. Je nous invite donc, dans un esprit d'unité et de collaboration, à déclarer recevable ce projet de loi. Ensemble, nous avons la responsabilité d'ouvrir la voie à une croissance inclusive et durable afin d'assurer un développement harmonieux de toutes les provinces et de chaque citoyen congolais. Comme le dit un adage, et cela a d'ailleurs été cité par un honorable député ce soir, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ensemble que vous et moi et votre gouvernement pourront mettre la République démocratique du Congo sur les rails solides et modernes de son développement, afin que la puissance de la République démocratique du Congo retrouve ses lettres de noblesse et sa place inamovible au cœur de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Je vous remercie une fois de plus pour vos contributions, votre engagement et votre confiance. Travaillons ensemble pour faire de notre vision une réalité en mettant l'intérêt supérieur de notre pays au cœur de chacune de nos actions. Je vous remercie. Merci. Nous vous remercions, Madame la Première ministre, honorables députés et chers collègues. Nous avons tous suivi les réponses que Madame la Première ministre a apportées à vos préoccupations. Il reste évidemment les détails pour les questions spécifiques qui ont été relevées par certains députés qu'il faudra absolument que le secrétariat qui a enregistré les députés, parce que nous avons un système informatique ici, toutes vos interventions et tous vos enrichissements qu'aurait oublié le Premier ministre seront transmis par la voie électronique au président de l'ECOFIN. Nous allons donc retrouver tout ce qu'on nous a recommandé par rapport à l'analyse de la dépense, les exonérations et toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires, il faut les supprimer pour, d'un côté, augmenter l'enveloppe de l'amélioration du quotidien des militaires, des enseignants, des professeurs d'université, des fonctionnaires, mais de l'autre côté aussi penser à investir, puisque c'est en investissant qu'on va créer de la richesse. En fait, ils sont des vases communicants. On soigne l'homme, mais on soigne aussi l'outil de production et on augmente la richesse nationale. C'est en faisant cela qu'on va voir effectivement ressortir ce que l'honorable Amissi a souhaité. Souvent nous nous posons la question pourquoi on construit une route aujourd'hui, après une année cette route est détruite, par les mêmes Chinois qui construisent en Angola et en Zambie. Ça signifie que les bureaux de technique, de contrôle et l'agent dirigeant de l'État n'ont pas fait leur travail. Puisqu'à la réception, on doit conformer la route aux déclarations qui se trouvent dans les cahiers des charges. Un autre élément, madame, qui avait été souligné, ça ce n'est plus pour vous, c'est pour l'ECOFIN, c'est renforcer effectivement l'indépendance de la Banque centrale. Un gouverneur de la Banque centrale, quand il y a dépassement des crédits, est aussi coupable que tous ceux qui ont dépassé les crédits. Puisqu'au finish, il a l'indépendance, ou il a l'indépendance en tant que caissier de l'État de dire que ceci va perturber ma politique monétaire, va payer des millions, des milliards en francs congolais. Rassurez-vous, si c'est payé aux entreprises étrangères, c'est derrière la clôture de la Banque centrale que l'échange va avoir lieu. Et Madame la Première ministre va souffrir à stabiliser le taux d'échange en vain. Et nous allons aussi au niveau de l'ECOFIN pour effectivement voir pourquoi Fonarev, qui a déjà 11%, on ne peut pas, des redevances minières, on ne peut pas renforcer les crédits des Anser qui a
une mission qui touche le social, l'électrification rurale, ce n'est pas une messe en faire. L'autorité de régulation de l'électricité. Donc il y a beaucoup de députés qui sont intervenus, et je connais presque par cœur ceux qui sont intervenus. Pour les jeunes, madame a rencontré ça pour le FOGEC, Badia en a parlé. Pour le respect de la passation des marchés que Boris Mbouko a souligné, madame a répondu. Et assurer aussi la cohérence entre les budgets et les réalisations de ces mêmes budgets sur le terrain. Et là, nous avons dit que nous, en tant qu'Assemblée nationale, ce n'est plus l'affaire du gouvernement. Nous allons seulement tous les 3 mois vérifier si ce qu'on a convenu ici, c'est un contrat avec le peuple congolais, c'est une loi, si elle est respectée par tout le monde. On a toujours l'habitude de dire le gouvernement, non. Il y a les gouvernements, les établissements publics et tous ceux qui reçoivent l'argent de l'État doivent faire en sorte que cet argent soit dépensé pour l'objet pour lequel il avait été décaissé au niveau de l'État. Ici, on a posé la question de savoir comment se fait-il que depuis leur jeune tendre enfance, André Lité ont entendu parler du pétrole. Et là, c'est vous, l'ECOFIN, vous allez aider les ministres des hydrocarbures Molendo pour que finalement ce pétrole des lacs Albert, est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité? Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des installations, il y a même des pipelines qui sont déjà apprêtés. Donc le pétrole, chez nous, peut devenir aussi une véritable richesse. André Lité a posé aussi la question, madame a répondu, des actifs de Sokimo. Puisque ça, c'est... Les gens qui ne connaissent pas cette contraire ne savent pas ce que ça signifie. Sokimo, c'est... En fait, on peut dire que c'est la plus riche mine de l'Afrique. Si pas, vraiment, ça peut concurrencer certains pays. Parce que ça part, en fait, cette richesse-là, Sakima, Sokimo, si vous mettez ensemble, vous avez les Maniema, vous avez les Sud Kivu, vous avez le Nord Kivu, vous avez l'Ituri, vous touchez même le Haut-Ouélé. Alors vous imaginez tout cela ne rapporte rien à l'État. Nous avons des entreprises, quand je siégeais encore au gouvernement et quand j'étais au comité de conjoncture, un jour j'avais sursauté, quand madame Antoinette, ministre des Mines de l'époque, avait présenté une contribution de l'eau de 500 000 ou 200 000 par mois, je me suis dit mais c'est pas possible. Un simple commerçant donc est plus riche que les redevances que nous devons toucher des sociétés minières étrangères qui se trouvent dans les Hautes-Ouélés. Et là aussi, il y a un travail à faire au niveau des députés pour vérifier dans les Hautes-Ouélés, dans les Kasaï, partout il y a des minéraux, est-ce que vraiment le Congo reçoit ce qui lui revient. Ça aiderait beaucoup le gouvernement. Bon, beaucoup de gens ont parlé, je crois c'est Zuma, de la réhabilitation des chemins de fer d'Aketi, Bouta, Bumba. C'est très important qu'au niveau de l'ECOFIN, vous entrez dans les tests. C'est tout à fait normal que madame la Première ministre vous réponde dans les différents secteurs, mais nous allons effectivement entrer dans les détails de tout ceci, y compris tout ce que vous avez dit, honorable Eliezer, député national, des moyens conséquents pour lutter contre l'insécurité urbaine et le phénomène Corona. Amoulé l'a dit aussi, et je pense que 2 ou 3 députés sont revenus là-dessus. Ça devient non seulement l'affaire de Kinshasa, mais dans toutes les grandes villes, on trouve des éléments où des jeunes gens sans travail. Et la façon, pour moi, je pense, de résoudre ce problème-là, c'est de créer des brigades de production agricole, brigades de construction de routes, brigades de mécaniciens. Mais avant cela, ces enfants doivent passer par des centres de formation patriotique comme le service national, où on peut imaginer un truc où ces jeunes ne sont pas en train de demander de la gendarmerie. Parce que dans certains pays, beaucoup de pays africains où nous allons, on ne trouve pas de phénomènes comme ça, où tout le monde est président, puisque quand on vous demande de l'argent, vous devenez tout de suite présent quand vous donnez. Quand vous ne donnez pas, le lendemain, vous avez des problèmes avec ces jeunes gens-là. Donc nous devons prendre à bras le corps cette question qui risque de nous compliquer la tâche. Nous avons vu l'affaire de l'Haïti, où les gars contrôlent maintenant le pays. Il ne faut pas que ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres.
dont nous devons prendre déjà cette question dès maintenant. Les rémunérations des enseignants, des médecins, des professeurs d'université, poursuivre le protocole d'accord de Bibois, Godem en a parlé, Patrick Mouillon en a parlé. Je crois que ce sont des questions aussi qu'il faut ajouter à ce que Madame elle-même a dit. Les médecins et tous les coûts sociaux professionnels. Nous félicitons le gouvernement de penser aux gagne petits et surtout cette régularisation de la situation du personnel de l'État, puisqu'à l'époque, quand j'avais quitté la direction des cabinets chefs de l'État, on avait fait déjà 134 000 régularisations des agents qui étaient induits et non payés. Et là, je vois que le vice-premier ministre Eliaou, pendant son mandat, est allé au-delà. Donc j'ai entendu la 178 000. Si on additionne tout ça, ça fait quand même beaucoup, même si ce n'est pas encore les 100%. Pour cela, il faut quand même féliciter le président de la République. Là, c'est un souci, puisqu'avant, il y a des gens qui ont fait 15 ans, ils sont là, ils n'ont pas de numéro matricule. Nous avons trouvé des gens qui avaient fait 10 ans, ils sont impayés, mais ils viennent au travail. Mais ils ne peuvent qu'être des agents qui vont demander de l'argent dans le couloir pour remettre les documents d'état civil et tout cela. C'est embêtant, je crois qu'à ce titre-là, le gouvernement mérite quand même vos applaudissements. Alors, nous avons... Aucun premier ministre n'est passé aussi d'Oubangui. La question est revenue plusieurs fois. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous les premiers sont passés dans tous les territoires de la République démocratique du Congo? Mais c'est le souhait de Sidou Bangui qu'on peut transposer à d'autres provinces parce que beaucoup de gens aimeraient voir Madame la Première ministre et les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres le plus possible et souvent sur le terrain. Comme ça, à Kinshasa, ils ne vont pas vivre dans le confort. De temps en temps, ils partagent et ils voient et ils peuvent changer les vécus des Congolais. Et la non prise en compte de réhabilitation du barrage de Katobo à Ouvira qui va jusqu'à Tanganyika, je pense que c'est très important, mais il y a d'autres barrages parsemés à travers le pays. Le ministre de l'hydroélectricité, Madame la Première ministre, vous verrez quand vous allez fouiller auprès du ministre de... Je crois que c'est des questions hydrauliques ou hydroélectricité pour le moment. Vous avez changé chaque fois de dénomination, mais il s'agit de Teddy. Il va vous dire les potentiels que nous avons dans ces domaines est tout simplement énorme. 76 000 villages de la République démocratique du Congo ont au moins un cours d'eau qui peut apporter l'électricité à la dimension de ces villages-là. Mais nous allons dans des ouvrages mirobolants et au bas. Nous avons des barrages qu'il faut réhabiliter comme Force Bendera. Et quand nous avons des grandes rivières comme Chouapa ou Bangui et consorts, ça fait pitié pour notre pays. Quelqu'un a dit que les poissons mouraient de vieillesse. C'est vrai, pas seulement dans les rivières, mais dans les lacs aussi. Nous avons apprécié, vous pouvez vous asseoir, honorable Moutiki. Honorable Moutiki, j'ai l'habitude de vous donner la parole, mais à ce stade-ci, honorable député, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas très bien. Nous nous disons des choses sans parler. C'est-à-dire quand j'arrive à ce stade-ci, je suis dans une autre planète, en train de donner des orientations. Et là, quoi que vous disiez, vos motions, ça sera à la fin. Mais je tiendrai compte de votre assiduité, ça c'est clair. Alors, au vu des réponses apportées par Madame la Première ministre aux préoccupations des députés et ce que les députés peuvent se prononcer sur effectivement la recevabilité
du projet de loi des finances 2025 du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui sont pour la recevabilité, qui se manifestent. Merci. Qui sont contre? Il n'y a personne qui est contre. Contre 2 personnes. 2. 3, alors c'est bon. Qui s'abstiennent? Une personne, 2, 3. C'est bon. Alors, au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Félicitations Madame la Première ministre. Nous pouvons à présent vous libérer avec l'ensemble des membres du gouvernement. Bon, vous vouliez que Madame la Première ministre parte, maintenant vous voulez qu'elle reste avec vous. Madame la Première ministre, merci beaucoup. Messieurs les vice-premiers ministres, messieurs les ministres d'État, messieurs les ministres, messieurs les vice-ministres délégués, messieurs les vice-ministres, félicitations et merci. Merci. Ok. Projet de loi des finances 2025 a été le protocole peut accompagner recevable. quand même. Vous pouvez sortir par ici. A été jugé C'est plus court pour recevable vous. par la plénière, l'Assemblée Le protocole de l'Assemblée nationale est où? et le président de cette chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, vient de libérer la première ministre ainsi que tous les autres membres du gouvernement, Rachel Keta. C'était un travail de longue haleine, plus de 10 heures de plénière, et puis la première ministre a sollicité 35 minutes pour préparer ces éléments de réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. Et voilà, moyennant ces éléments de réponse, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi des finances 2025 et renvoyé à la commission ECOFIN, économico-financière, pour intégrer toutes les recommandations formulées par les députés nationaux. Rachel Keta. chikanambula matadi bakwatanachi mudimu bachidimu cha binu bijima 25 mbawita buja ko jibachi poto mnafanka munumuzu bachi mondo abukalenga ko bulombo jibwa Vital Kamerhe me ba mafita pa jukuni abo bachi poto mnafanka ba telejenu nkweu mulubo mwanza kujimela kabula mbejo abukalenga bajitonga mamojidite suminwa pa mbukalenga boenda bonso bo convige mushundu kai lokala ni makwenzela lupetol machinga lupetwa nkweu mumyanda mishishilanga ne myanda malonga myanda jakasi janjila myanda dimika litangela bukolo bombiji myanda dimika litangela jakasi sombelo mulengo wa bantu ni myanda yonso idimwa kwenza basito ngada kungwa mwalata dimona makutanta ni kuyaji kumpala na kupani mapama na kwenza mulubweu bachi kutumna fanga ba belle e monkonko bilo le silanta tu dimika lisanga dibwa munda ma province ya biyonso dibika la bele gens pala na kuma mushiti suminwa omulomba me dusunsa makumya na yini tutano bakolo kwanda muna kumajika ni malomba bachi kutumna fanga fani bamana kwanda muna bawetu katataka bite buji machinka mukenja ni ba fila kukasumuka kesaka ECOFIN bwase bobo muna makubwena mundondo batutulondo bwase amomajika ni malomba abachi kutumna fanga amuna makuteke bwa mu chenzeji bwa chibichulu cha binu biji makumya biji ni chitano chikana makwambulisha bwa kufuta bene mjumba mula mataji kufuta basolai ni kufuta bantu bashishilangane Sylvie Meda. Ni kweli Rachel Keta, wafasi wapenzi, tutemjulisha kwamba wateule wanamemba baraza la bunge waliweza kukubali mpango ama mradi wa pesa wa mwaka 2025 yenye waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka aliweza kuonesha. Ni kusema ya kwamba nikisha kuonesha mradi huu, pendekezo wa mradi huu, wateule moja kwa moja aliweza kuleta pendekezo, agizo na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia na kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema ya kwamba non, j'étais en train de rappeler au ministre que bientôt nous commençons les questions orales avec débat. J'étais en train de dire au ministre Eliaou et les autres qui s'apprêtent, puisqu'il y a beaucoup de questions avec débat oral sur ma table. C'est aussi un moyen de contrôle
parlementaire. Honorables députés, chers collègues, nous vous remercions pour le travail que vous avez abattu aujourd'hui. Toute la nation a vu, sauf vraiment ceux qui sont de mauvaise foi, que cette législature est déterminée à travailler. Est-ce que vous pouvez vous imaginer en moins de 15 jours, 3 lois importantes pour le pays? Félicitations à vous et merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui nous avons voté la recevabilité de la loi des finances. Nous l'envoyons pour examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission un délai de 10 jours en vue de réaliser le travail lui confié et d'en déposer les rapports au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai court du samedi 2, c'est-à-dire de demain, puisque aujourd'hui nous sommes déjà vendredi, au samedi 16 novembre 2024. Compte tenu du timing légalement imparti à chaque chambre du Parlement pour l'examen de ce projet de loi, votre bureau invite la dite commission au strict respect de ce délai en vue de transmettre, de permettre au Sénat de s'y pencher à son tour. Nous exhortons les collègues non membres de la commission ECOFIN qui ont des enrichissements et des améliorations à apporter à ce projet de loi de finances, d'apporter leur contribution au sein de la commission ECOFIN. Les membres du gouvernement concernés et dont l'ECOFIN aura besoin sont obligés de répondre chacun dans son secteur aux questions qui seront soulevées au niveau de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Cela étant, Madame la Première ministre est partie. Nous restons entre nous, députés et chers collègues, et comme nous venons d'épuiser tous les points à l'ordre du jour, honorables députés, chers collègues, nous avons ainsi terminé nos travaux de ce jour. Il ne me reste plus qu'à vous réitérer mes remerciements pour votre participation active à la séance d'aujourd'hui, tout en promettant, puisque j'ai pris les papiers tels qu'ils avaient été écrits par les groupes parlementaires, j'ai donné aux rapporteurs pour reproduire les noms par groupe parlementaire des gens qui n'ont pas eu la parole aujourd'hui, de telle sorte que les groupes parlementaires tiennent compte de cela, chaque groupe ayant sa propre organisation. Mais chaque fois, nous déterminons le nombre de minutes d'intervention. De la vie que si nous étions passés au deuxième tour, c'est à 20h d'aujourd'hui que nous allons quitter ici. Nous vous remercions, la séance est donc levée. Pour ça. Voilà, tout est bien, qui finit bien, mesdames, messieurs. Nous vous avons servi depuis le palais du peuple martyr Moudi Bangou. Tout est bien, qui finit bien. Oscar Mbakaïj, Natondi Obotondi, Natondi Balandiban, sur radio télévision sur congolaise, Nabanzi Bola Lipongite, Pona Kolanda, Lolenge Kani, enveloppe à Misolo, Miembula Mata, Kosa Mosala, Pona Mobuko Tobetu Benaitano, et Senge Kolande Manali Kambulio, Konalioko, Lolenge ministre Mokonzi, Atali Sakina Bakelmibeko, Bango Ngambo ya Bango Batuna Kimituna, Kolandi Sama, Mambi Maike,